Je peux le défendre, dit la pauvre fillette de 8 ans, après que l'avocat eut abandonné le jeune millionnaire au tribunal. Avant toute chose, voyons à quel point nous sommes connectés. Que voyez-vous par votre fenêtre en ce moment? Le marteau du juge était sur le point de tomber lorsqu'une petite voix traversa le silence tendu du tribunal de Manhattan, comme une lame à travers la soie. Je peux le défendre. Chaque tête dans la salle d'audience 7 se tourna vers la source de cette courageuse déclaration. Là, au dernier rang réservé aux spectateurs, se tenait Emma Johnson, 8 ans. Ses baskets usées touchaient à peine le sol. Sa robe rose délavée était de taille trop grande, et ses boucles sombres étaient retenues par un élastique qui avait connu des jours meilleurs. Mais ses yeux bruns brûlaient d'une détermination qui aurait rendu jaloux des avocats chevronnés. Le juge Harrison, un homme sévère d'une 60aine d'années, qui avait tout vu en 30 ans de service sur le banc, retira ses lunettes et la fixa. « Jeune femme, ce n'est pas un endroit pour jouer. » Emma s'avança dans l'allée, le menton relevé, malgré le tremblement de ses petites mains. « Je ne joue pas, votre honneur. Je connais la loi, et je sais qu'il est innocent. » À la table des accusés, Michael Thompson, 28 ans, leva les yeux avec une surprise épuisée. L'héritier de Thompson Industries luttait contre des accusations de fraude depuis 6 mois, voyant sa vie s'effondrer alors que les preuves semblaient s'accumuler contre lui. Son propre avocat, Richard Davis, venait d'annoncer son retrait de l'affaire, invoquant des désaccords irréconciliables avec l'approche de son client. Mais Emma avait vu ce que les autres avaient manqué. Elle avait vu Richard Davis murmurer d'urgence dans son téléphone pendant la pause, et avait remarqué comment ses yeux scrutaient sans cesse la femme au tailleur bleu marine coûteux, assise 3 rangs derrière la table du procureur. Victoria Sterling, la fiancée de Michael depuis 2 ans, était assise, parfaitement calme, ses doigts manucurés serrant un sac de créateur. « Votre honneur », poursuivit Emma, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « J'étudie cette affaire depuis la galerie depuis 3 semaines. J'ai lu chaque document déposé, entendu chaque témoignage. M. Thompson est piégé, et je peux le prouver. » La procureure, une femme au visage aiguisé nommée Linda Morrison, rit d'un air dédaigneux. « Votre honneur, c'est ridicule. Nous ne pouvons pas permettre à un enfant de perturber ses procédures. » Mais le juge Harrison leva la main. Quelque chose dans le comportement sérieux de la fille l'intriguait. « Que prétendez-vous exactement, jeune femme ?» Le cœur d'Emma battait la chamade, mais elle pensa aux paroles de son père avant sa mort. « Emma, chérie, parfois la plus petite voix peut dire la plus grande vérité. » Robert Johnson avait été parajuriste avant que le cancer ne l'emporte il y a 2 ans, et il avait rempli le jeune esprit d'Emma de connaissances juridiques que la plupart des adultes n'acquièrent jamais. « Je prétends au complot, votre honneur. » Maître Davis ne s'est pas retiré à cause de différences avec son client. Il s'est retiré parce que quelqu'un l'a payé pour échouer. Quelqu'un qui a tout à gagner si Michael Thompson va en prison. Le masque de calme de Victoria Sterling glissa pour un instant, ses jointures blanchissant autour de la hanche de son sac. Michael se pencha en avant, l'espoir vacillant dans ses yeux verts pour la première fois depuis des mois. « Comment pourriez-vous le savoir ? » « Parce que, » interrompit Emma, sortant un petit carnet de la poche de sa robe, « j'ai pris des notes, et les avocats ne sont pas les seuls à pouvoir reconnaître quand quelque chose ne colle pas. » Le juge Harrison étudia l'enfant déterminé devant lui. En toutes ces années, il n'avait jamais rencontré une situation aussi inhabituelle. « Jeune femme, comment vous appelez-vous ? » ? « Emma Johnson, votre honneur. » Mon papa m'a appris que la justice n'est pas une question d'argent ou de beaux costumes. C'est une question de vérité. La salle d'audience bourdonna de murmures. Les journalistes au dernier rang se penchèrent en avant, sentant une histoire qui ferait les gros titres. Ce n'était plus seulement une affaire de fraude d'entreprise. C'était David contre Goliath, David étant une fillette de 8 ans dans une robe de seconde main. « Votre honneur », interjeta Richard Davis, la voix tendue. « Sûrement, nous ne pouvons pas entretenir ce fantasme. L'enfant n'a aucune légitimité juridique, aucune qualification. Mais elle a des yeux, rétorqua Emma, et elle sait compter. Maître Davis, pourquoi avez-vous reçu 3 paiements de $50 000 chacun le mois dernier? Des paiements qui provenaient d'un compte offshore enregistré auprès de Sterling Enterprises. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria Sterling pâlit, et Richard Davis semblait avoir été frappé par la foudre. Le juge Harrison posa son marteau. « Maître Davis, je pense que vous et moi devons avoir une conversation sérieuse.
Quant à vous, jeune femme, je crois que ce tribunal doit entendre exactement ce que vous avez découvert. Emma hocha la tête solennellement, sachant que dans les prochaines minutes, elle allait soit sauver un homme innocent, soit détruire sa dernière chance. Mais en regardant les yeux reconnaissants de Michael Thompson, elle sut que son père serait fier. Robert Johnson lui avait toujours dit que le courage n'est pas d'être sans peur. C'est de faire ce qui est juste quand on est terrifié. En ce moment, face à une salle d'audience remplie d'adultes qui la croyaient folle, Emma n'avait jamais été aussi déterminée. La vraie bataille ne faisait que commencer. Le juge Harrison se pencha en avant, ses mains tannées serrées sur le banc. « Jeune femme, ce sont des accusations très graves. J'espère que vous comprenez la gravité de ce que vous affirmez. » Les petits doigts d'Emma se serrèrent autour de son carnet, mais sa voix resta ferme. « Je comprends parfaitement, votre honneur. Mon papa a toujours dit que dire la vérité n'est jamais mal, même quand c'est effrayant. » Victoria Sterling remua inconfortablement sur son siège, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant maintenant dans ses paumes. Elle croisa le regard de Richard Davis et fit un geste subtil vers la porte de la salle d'audience, mais l'avocat était figé, des perles de sueur sur son front. « Procédez, mademoiselle Johnson, dit le juge Harrison, son ton plus doux. Maintenant, dites-nous ce que vous avez observé. » Emma ouvrit son carnet usé, des pages remplies de son écriture soignée à l'encre violette. « Il y a 3 semaines, j'ai commencé à venir ici parce que Madame Patterson du centre communautaire a dit que le tribunal avait la climatisation gratuite, et que je pouvais faire mes devoirs au fond. Mais ensuite, j'ai entendu le nom de M. Thompson, et je m'en suis souvenu des journaux. » Elle regarda directement Michael, dont les yeux verts étaient fixés sur elle avec un espoir désespéré. Les journaux disaient qu'il avait volé de l'argent à sa propre entreprise, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Pourquoi quelqu'un se volerait-il? La procureure Morrison se leva. Votre honneur, les interprétations de cet enfant de questions financières complexes. Laissez-la finir, ordonna fermement le juge Harrison. Emma continua, sa confiance grandissant. Alors, j'ai commencé à écouter, et j'ai remarqué des choses comme le fait que Maître Davis ne s'opposait jamais quand le procureur disait des choses méchantes sur M. Thompson. Les vrais avocats s'opposent tout le temps. J'ai appris ça en regardant la télé avec mon papa. Quelques rires parcoururent la galerie, mais l'expression d'Emma resta sérieuse. Ensuite, j'ai vu les relevés bancaires qu'ils ont montrés au tribunal. L'argent qui aurait été versé sur le compte personnel de M. Thompson, il est allé sur le compte numéro 847 592 018. Mais regardez ici, Emma brandit un morceau de papier froissé, c'est un reçu que j'ai trouvé dans la poubelle devant le tribunal la semaine dernière. C'est pour le déjeuner de Maître Davis, et il a écrit ce même numéro de compte au dos avec les initiales versus. La salle d'audience éclata en murmures. Le visage de Victoria Sterling était devenu complètement blanc. Richard Davis retrouva enfin sa voix. « Votre honneur, c'est absurde. Une enfant qui fouille dans les ordures. » Maître Davis. La voix du juge Harrison fut coupante comme de la glace. « Je vous suggère de rester silencieux à moins que vous ne soyez prêt à expliquer ce numéro de compte. » Emma n'avait pas fini. Elle sortit un autre morceau de papier, celui-ci soigneusement plié. « Hier, j'ai entendu mademoiselle Sterling parler au téléphone pendant la pause. Elle a dit, et je l'ai écrit exactement, « Richard, tiens-toi au plan. Une fois que Michael sera condamné, j'hériterai de tout grâce au contrat de fiançailles. Ensuite, nous pourrons disparaître aux îles Caïmans comme nous en avons discuté. » Le silence dans la salle d'audience fut assourdissant. Michael Thompson regarda sa fiancée sous le choc, son visage mêlant chagrin et trahison. « Victoria, murmura-t-il. C'est vrai? » Victoria Sterling se leva brusquement, son sac de créateur serré contre sa poitrine. « C'est ridicule. Des fantasmes d'enfants et des coïncidences. Alors, cela ne vous dérangera pas si nous examinons vos relevés téléphoniques, dit calmement Emma. Parce que j'ai aussi noté l'heure exacte de cet appel. Hier à 14h47, pendant la pause de l'après-midi. Le juge Harrison tendait déjà la main vers son marteau. « Huissier, je veux que le téléphone de mademoiselle Sterling soit sécurisé immédiatement. Maître Davis, vous remettrez tous les documents financiers liés à cette affaire. » Mais Victoria se dirigeait déjà vers la sortie, ses talons claquant frénétiquement sur le sol de marbre.
Je n'ai pas à écouter ces bêtises. Mademoiselle Sterling, arrêtez-vous tout de suite, ordonna le juge Harrison. Mais Victoria poussait déjà à travers la foule de spectateurs stupéfaits. Emma s'exclama soudain, pointant la table des accusés. Monsieur Thompson, regardez dans votre mallette. Le dossier bleu. Vérifiez le dossier bleu. Michael, encore sous le choc des révélations, ouvrit mécaniquement sa mallette et en sortit un dossier bleu qu'il n'avait jamais vu. À l'intérieur se trouvaient des documents, signatures falsifiées, fausses transactions, toutes portant son nom. Je n'ai jamais vu ça, dit-il, la voix creuse. Parce que mademoiselle Sterling les a plantés là, s'exclama Emma. Je l'ai vu glisser quelque chose dans votre mallette quand vous êtes allé aux toilettes il y a 20 minutes. Elle a dit qu'elle allait vous chercher des mouchoirs pour vos allergies, mais elle a mis ce dossier à la place. Des agents de sécurité se dirigeaient maintenant vers les sorties, mais Victoria avait disparu dans le couloir bondé à l'extérieur de la salle d'audience. Le juge Harrison frappa son marteau à plusieurs reprises. Cette séance est suspendue. Je veux que les forces de l'ordre retrouvent Victoria Sterling immédiatement. Maître Davis, vous êtes par la présente tenu en outrage au tribunal, et j'ordonne une enquête complète sur vos finances et vos communications. Alors que la salle d'audience sombrait dans le chaos, Michael Thompson se tourna vers Emma, les larmes aux yeux. Comment avez-vous? Pourquoi avez-vous fait ça? Emma monta sur la chaise à côté de lui, sa petite main tendant à lui tapoter le bras. Parce que la justice n'est pas une question de savoir qui est le plus grand ou le plus riche, monsieur Thompson. C'est une question de ce qui est juste, et ce qu'ils vous ont fait n'était pas juste. Mais même si Michael sourit à travers ses larmes, les yeux vifs d'Emma attrapèrent quelque chose que tous les autres avaient manqué. Richard Davis tapait frénétiquement sur son téléphone avant que l'huissier ne puisse le confisquer. Son sang se glaça alors qu'elle réalisait que la fuite de Victoria Sterling n'était pas de la panique. C'était planifié, et Emma était maintenant la seule personne qui pouvait le prouver. Le cœur d'Emma battait la chamade tandis qu'elle regardait Richard Davis taper frénétiquement sur son téléphone avant que l'huissier ne le lui arrache. Dans cette fraction de seconde, elle aperçut son écran, colis livré. Passez à la phase 2. Juge Harrison. S'écria Emma, sautant de sa chaise. Maître Davis vient d'envoyer un message concernant la phase 2. Ce n'est pas fini. Mais la salle d'audience était en plein chaos. Les agents de sécurité criaient dans leur radio. Le personnel du tribunal se précipitait, et la foule de spectateurs bourdonnait d'excitation à propos de l'évasion spectaculaire. Personne n'entendit sa petite voix, sauf Michael Thompson. « Qu'avez-vous vu, Emma » demanda Michael, s'accroupissant à sa hauteur. Maître Davis a envoyé un message à quelqu'un à propos de la phase 2, murmura Emma avec urgence. Je pense que l'évasion de mademoiselle Sterling n'était que le début. Il prévoit autre chose. Avant que Michael ne puisse répondre, la procureure Morrison s'approcha d'eux, ses traits acérés adoucis par ce qui pouvait être du respect. Mademoiselle Johnson, je vous dois des excuses. En 20 ans de poursuite, je n'ai jamais rien vu de tel. Emma leva les yeux vers la grande femme. Cela signifie-t-il que vous croyez que monsieur Thompson est innocent maintenant? Cela signifie que nous devons trouver Victoria Sterling et aller au fond de ce complot, répondit Morrison. Mais d'abord, nous devons vous garder en sécurité. Si ce que vous dites est vrai, vous pourriez être en danger. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle n'y avait pas pensé. Mais je ne suis qu'une enfant. Pourquoi voudrait-il me faire du mal? Parce que, ma chérie, dit une nouvelle voix derrière eux, vous êtes le seul témoin de tout leur plan. Ils se tournèrent et virent la détective Sarah Chen, une petite femme asiatique d'une 40aine d'années, aux yeux aimables mais perçants. Elle avait observé les procédures depuis le fond de la salle d'audience. Je suis la détective Chen, unité des crimes financiers de la police de New York, dit-elle, montrant son badge. J'enquête sur des activités suspectes autour de Thompson Industries depuis des mois, mais nous n'avons jamais pu trouver de preuves solides avant aujourd'hui. Emma ressentit un afflux de fierté, mais elle fut rapidement remplacée par l'inquiétude. Détective Chen, pensez-vous que mademoiselle Sterling va revenir? Les gens comme Victoria Sterling ne fuient pas sans raison, ma chérie. Ils ont des plans de secours. Beaucoup. La détective Chen s'agenouilla à la hauteur d'Emma. Pouvez-vous me dire tout ce dont vous vous souvenez de ce qu'elle a dit lors de cet appel téléphonique? Emma feuilleta à nouveau son carnet.
Elle a dit de s'en tenir au plan qu'elle hériterait de tout grâce à quelque chose appelé un contrat de fiançailles, et qu'il pourrait ensuite disparaître aux îles Caïmans. Mais il y avait autre chose. Le front d'Emma se plissa alors qu'elle se concentrait. Elle a mentionné un chiffre. Elle a dit que le transfert de 2,3 millions de dollars du compte Thompson devrait être réglé d'ici vendredi. C'est demain. Michael halta. 2,3 millions de dollars? C'est mon compte d'héritage personnel. Seul moi y ai accès, et mon père, qui? Son visage devint cendre. Mon père est à l'hôpital. Il a eu un AVC il y a 3 semaines. La détective Chen était déjà sur sa radio. Nous devons geler tous les comptes de la famille Thompson immédiatement et m'envoyer une unité à l'hôpital presbytérien. Je veux une protection pour le père de Michael Thompson. Emma tira la veste de la détective Chen. Il y a plus. Hier, j'ai entendu mademoiselle Sterling parler à quelqu'un d'autre, pas à maître Davis. Elle les a appelés, oncle Frank, et a dit que les papiers de l'hôpital étaient prêts. Un frisson parcourut le groupe. Michael saisit doucement les épaules d'Emma. Emma, quel genre de papier d'hôpital? Quelque chose à propos de changer qui reçoit l'argent si quelque chose arrive à votre père. La voix d'Emma était à peine un murmure. Elle a dit que cela ressemblerait à une progression naturelle après l'AVC. Le visage de la détective Chen se durcit. Nous devons nous rendre à cet hôpital maintenant. Alors qu'il se précipitait hors de la salle d'audience, Emma remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Dans le couloir, elle aperçut un homme en uniforme d'hôpital lisant un journal près de la fontaine à eau. Quand il vit leur groupe, il plia rapidement le journal et commença à marcher dans la même direction qu'eux. Détective Chen, murmura Emma, pointant discrètement. Cet homme en tenue d'hôpital, il nous suit. La détective Chen jeta un coup d'œil désinvolte, puis parla immédiatement dans sa radio en code. Nous avons une queue. Tenue grise, un M88, se dirige vers l'est au niveau 3. Mais quand ils tournèrent le coin, l'homme avait disparu. Il est parti, dit Michael, regardant autour de lui nerveusement. Emma secoua la tête, son jeune esprit traitant les schémas qu'elle avait appris à reconnaître. Il n'est pas parti. Il prend de l'avance sur nous. Elle leva les yeux vers la détective Chen, des yeux effrayés mais déterminés. Ils savent que nous avons compris. Ils vont essayer de nous empêcher d'atteindre l'hôpital. Comme sur commande, la radio de la détective Chen grésilla. Attention à toutes les unités, l'hôpital presbytérien vient de signaler une panne de courant dans son aile administrative. Les caméras de sécurité sont en panne. Terminé. Le carnet d'Emma tomba de ses mains tremblantes alors que la terrible réalisation la frappait. Ils ne volent pas seulement l'argent de M. Thompson, murmura-t-elle. Ils vont faire du mal à son père pour s'assurer qu'ils s'en tireront. Et quelque part dans le labyrinthe des rues animées de Manhattan, Victoria Sterling observait chacun de leurs mouvements, attendant le moment parfait pour riposter contre la petite fille qui avait détruit son plan parfait. Le trajet en taxi jusqu'à l'hôpital presbytérien sembla être les 20 minutes les plus longues de la vie d'Emma. Elle était serrée entre Michael et la détective Chen, regardant la ville défiler, tandis que son esprit était parcouru de terribles possibilités. Détective Chen, dit doucement Emma. Et si nous étions déjà trop tard? Nous ne le serons pas, répondit fermement la détective Chen. Mais Emma pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Mon partenaire est déjà à l'hôpital, s'assurant que M. Thompson Senior est en sécurité. Michael regarda par la fenêtre, les mains serrées. J'aurais dû le voir. 2 ans que j'étais avec Victoria, et je n'ai jamais rien soupçonné. Sa voix se brisa. Elle était à l'hôpital tous les jours après l'AVC de papa. Elle disait qu'elle voulait aider avec la paperasse. Le carnet d'Emma était ouvert sur ses genoux, et elle écrivait frénétiquement tout ce dont elle se souvenait. Monsieur Thompson, mademoiselle Sterling vous a-t-elle déjà demandé de signer des papiers que vous n'avez pas lus? Le visage de Michael pâlit. La semaine dernière. Elle a dit que c'était des cartes de rétablissement pour papa, mais... Il sortit son téléphone et commença à faire défiler ses photos. J'ai pris une photo de moi en train de les signer parce qu'elle a dit que ce serait gentil de la montrer à papa plus tard. Il tendit le téléphone à la détective Chen, qui transmit immédiatement l'image à son équipe. Bonne idée, Michael. Emma, c'est exactement le genre de preuve dont nous avons besoin.
Le taxi s'arrêta devant l'entrée principale de l'hôpital, et Emma sentit son estomac se nouer. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir des gens en uniforme d'hôpital se déplacer avec une urgence inhabituelle. Quelque chose ne va pas, murmura Emma. La détective Chen était déjà sur sa radio alors qu'il se précipitait à travers les portes automatiques. Chen, ici. Quel est le statut de Thompson Senior? La voix qui grésilla lui glaça le sang. Détective, nous avons un problème. Le dossier médical de M. Thompson indique que quelqu'un a tenté de modifier son programme de médication il y a 20 minutes. L'infirmière de service l'a arrêté juste à temps. Ils se dépêchèrent vers les ascenseurs, mais Emma saisit soudain le bras de la détective Chen. Attendez, regardez le tableau des répertoires. Tout le monde se tourna pour voir ce qu'Emma montrait du doigt. Le répertoire de l'hôpital indiquait que William Thompson était dans la chambre 847, la même séquence numérique que le compte bancaire qu'Emma avait découvert dans les notes de Davis. Ce n'est pas une coïncidence, souffla Michael. Non, acquiesça sombrement la détective Chen. Il planifie cela depuis des mois. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient au 8e étage, les yeux vifs d'Emma repérèrent immédiatement quelque chose qui ne convenait pas. Au poste des infirmières, une femme en blouse tapait rapidement sur un ordinateur, mais ses ongles étaient parfaitement manucurés, tout comme ceux de Victoria Sterling. Là, indiqua Emma. Ce n'est pas une vraie infirmière. La femme à l'ordinateur leva les yeux au son de la voix d'Emma, et pour un terrible instant, leurs regards se croisèrent. C'était Victoria Sterling, portant une perruque blonde et une blouse d'hôpital, son visage tordu de rage d'être découverte par la petite fille qui avait tout ruiné. Victoria attrapa quelque chose sur le poste des infirmières et courut vers l'escalier. Mais pas avant qu'Emma n'ait vu ce qu'elle avait pris, une seringue remplie d'un liquide transparent. « Elle a des médicaments !» cria Emma. « Elle va faire du mal à M. Thompson. » La détective Chen appelait déjà des renforts, mais Victoria avait pris de l'avance. Emma prit une décision en une fraction de seconde qui la hantrait des années durant. Elle se sépara du groupe et courut après Victoria, ses petites jambes la portant plus vite que tout adulte ne l'aurait imaginé. Emma, non. Appela Michael derrière elle, mais elle était déjà passée par la porte de l'escalier. Les baskets d'Emma résonnaient sur les marches en béton alors qu'elle montait à toute vitesse, suivant le son des talons de Victoria au-dessus d'elle. Elle entendait Victoria parler avec colère au téléphone. Le plan est fichu. La gamine a tout vu. Il faut finir ça maintenant et partir. Au moment où Emma atteignit le 10e étage, elle haletait. Mais elle pouvait voir Victoria juste devant, poussant la porte de l'unité de soins intensifs cardiaques. Emma la suivit, le cœur battant, non seulement à cause de la course, mais aussi à cause de la terrifiante réalisation de ce que Victoria avait l'intention de faire. La salle de réanimation cardiaque était faiblement éclairée et étrangement silencieuse. Emma s'avança furtivement, restant accroupie derrière le poste des infirmières. Elle pouvait voir Victoria s'approcher de la chambre 1047, où un homme âgé dormait paisiblement, entouré de machines qui bipaient. Emma n'avait jamais vu William Thompson auparavant, mais elle sut immédiatement que c'était le père de Michael. Il lui ressemblait tellement, les mêmes yeux verts et gentils, maintenant clos dans un sommeil médicalisé, les mêmes traits doux maintenant vieillis et adoucis par la maladie. Victoria se tenait au-dessus du lit, retirant le capuchon de la seringue avec ses dents. « Tout ça, c'est de ta faute, vieil homme, siffla-t-elle. Si tu n'avais pas eu ce stupide AVC, j'aurais pu attendre plus longtemps. Mais non, maintenant je dois nettoyer ce désordre à cause de ton fils qui se mêle de tout et de cette petite peste agaçante. » Emma savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour agir. La voix de son père résonna dans sa mémoire, parfois, Emma, être courageux, c'est faire quelque chose, même quand on est terrifié. Elle prit une profonde inspiration et sortit de derrière le poste des infirmières. Arrêtez. La jeune voix d'Emma résonna dans l'unité silencieuse. Posez ça. Victoria se retourna, le visage déformé par la fureur. Toi, tout ça, c'est à cause de toi. Mais Emma ne recula pas. Je sais ce que vous faites, et je ne vous laisserai pas lui faire de mal. C'est un homme bon, et son fils l'aime. Le rire de Victoria fut froid et amer. L'amour? Sais-tu ce que l'amour t'apporte, petite fille? Rien. J'ai passé 2 ans à faire semblant d'aimer Michael Thompson. Et pourquoi?
pour le regarder gaspiller la fortune de sa famille en œuvres de charité et en gentillesse. Elle leva la seringue. Eh bien, ça suffit. La main d'Emma était déjà en train de chercher le bouton d'appel d'urgence sur le mur. Mais Victoria était plus proche de la ligne intraveineuse de William Thompson. C'était une course contre la montre, et Emma réalisa avec une horreur croissante qu'elle pourrait ne pas gagner. La main d'Emma s'abattit sur le bouton d'appel d'urgence juste au moment où Victoria se jeta vers la ligne intraveineuse de William Thompson. Les alarmes se mirent à hurler dans toute l'unité cardiaque. Mais Victoria insérait déjà la seringue dans le port de médication. Trop tard, petite peste, grogna Victoria, appuyant sur le piston. Mais Emma avait un dernier tour dans sa manche, quelque chose qu'elle avait appris en regardant son père travailler avec des équipements médicaux pendant ses traitements contre le cancer. Elle saisit le tube de perfusion sous le site d'injection et le plia brusquement, arrêtant le flux de tout poison que Victoria avait injecté. « Qu'est-ce que vous » commença Victoria. Mais Emma criait déjà à plein poumon, « Au secours !» À l'aide. Elle essaie de le tuer. L'unité de soins intensifs cardiaques fut prise d'activité. De vraies infirmières arrivèrent en courant de toutes les directions. Des agents de sécurité affluèrent par les portes, et Emma entendit la voix de la détective Chen crier des ordres depuis la cage d'escalier. Victoria réalisa que son plan avait échoué et tenta désespérément de saisir Emma. « Tu as tout ruiné. Je te ferai payer ça. » Mais Emma était petite et rapide. Elle se glissa sous les bras tendus de Victoria et courut vers les agents de sécurité qui approchaient. Elle a empoisonné sa perfusion. J'ai arrêté le flux, mais vous devez rincer la ligne. Le docteur Martinez, chef de la cardiologie, jeta un coup d'œil à la scène et commença immédiatement à donner des ordres. Une nouvelle ligne intraveineuse, tout de suite. Sécurité, maîtrisez cette femme, et que quelqu'un mette cet enfant en sécurité. Victoria se débattit comme un animal sauvage alors que les agents de sécurité tentaient de la menotter. Vous ne comprenez pas. Ce vieil homme vaut des millions. Je mérite cet argent plus que son fils gâté. La détective Chen fit irruption par les portes, Michael juste derrière elle. Emma, êtes-vous blessée ? Emma se jeta dans les bras de Michael, se permettant enfin de trembler sous la terreur de ce qui venait de se passer. Je vais bien, mais ton père, elle a mis quelque chose de mauvais dans son médicament. Le docteur Martinez examinait déjà William Thompson, qui commençait à se remuer légèrement à cause de toute cette agitation. La rapidité d'esprit de l'enfant a peut-être sauvé sa vie. Quelle que soit la substance contenue dans cette seringue, très peu en est entré dans son système. Michael s'agenouilla à la hauteur d'Emma, les larmes aux yeux. « Emma, tu as risqué ta vie pour mon père. Je ne sais pas comment te remercier. » « Vous n'avez pas à me remercier, » dit doucement Emma. « C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Et vous êtes mon amie maintenant, alors cela fait de nous une famille. » La détective Chen était déjà en train de traiter la scène, prenant des photos de la seringue et interrogeant les témoins. « Victoria Sterling, vous êtes arrêtée pour tentative de meurtre, fraude, complot, et environ 6 autres accusations auxquelles je penserai en chemin vers le poste. » Alors qu'ils emmenaient Victoria menottée, elle se retourna vers Emma avec une haine pure dans les yeux. « Ce n'est pas fini, petite. J'ai des amis dont tu n'as jamais rêvé, des gens qui n'aiment pas les enfants qui interfèrent avec les affaires. » Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle se tint droite. « Mon papa m'a appris que les mauvaises personnes profèrent toujours des menaces quand elles ont peur, et vous avez l'air vraiment effrayé. » Le docteur Martinez termina son examen de William Thompson et se tourna vers le groupe. « Il va bien. Aucun dommage permanent. » En fait, il fit une pause, l'air perplexe, c'est étrange. Ses réponses neurologiques sont en fait meilleures qu'elles ne l'ont été depuis l'AVC. C'est presque comme si... Comme si quoi ? Demanda Michael avec urgence. Comme si quelqu'un l'avait délibérément maintenu sous sédation au-delà de ce qui était médicalement nécessaire. Le docteur Martinez fronça les sourcils. Je devrais examiner ces dossiers de médication des 3 dernières semaines. Emma sortit son carnet et tourna à une page vers la fin. Docteur, cela aiderait-il ? Elle lui tendit un morceau de papier qu'elle avait trouvé dans la poubelle de l'hôpital lors d'une de ses visites. J'ai trouvé ceci la semaine dernière en jetant ma boîte de jus. Il y a la signature de Mademoiselle Sterling et quelque chose à propos de maintenir les niveaux de suppression cognitive. Les yeux du docteur Martinez s'écarquillèrent en lisant le document.
C'est de la faute professionnelle médicale du plus haut niveau. Cette femme a délibérément maintenu cet homme dans un brouillard médicalement induit pour l'empêcher de prendre des décisions cohérentes concernant ses finances. Michael s'affaissa sur une chaise voisine, accablé. Alors, elle tuait lentement mon père depuis des semaines, et je ne le savais pas. Emma monta sur la chaise à côté de lui. Mais nous l'avons arrêté, monsieur Thompson, et votre papa va aller mieux maintenant. Regardez, il commence déjà à se réveiller. En effet, les yeux de William Thompson commençaient à s'entr'ouvrir, et pour la première fois depuis des semaines, il semblait clair et concentré. Michael. La voix du vieil homme était faible, mais indubitablement lucide. Fils, c'est toi? Michael saisit la main de son père, des larmes coulant sur son visage. Oui, papa. Je suis là. Nous sommes tous les deux là. C'est Emma. C'est la petite fille qui vous a sauvé la vie. William Thompson tourna son regard vers Emma, et elle vit les mêmes yeux verts et gentils que son fils avait hérités. Bonjour, Emma. Merci d'avoir pris soin de mon garçon. Emma se sentit toute chaude. De rien, monsieur Thompson. Votre fils est très courageux. Il se battait pour prouver qu'il n'avait pas volé d'argent. Le visage de William s'assombrit. Voler? Michael ne ferait jamais ça. Attends, toi. Où elle? Ses yeux s'aiguisèrent avec la conscience qui revenait. Victoria, elle m'a fait signer des papiers. Je ne pouvais pas penser clairement, mais elle insistait. La détective Chen s'avança. Monsieur Thompson, nous aurons besoin de votre aide pour nous assurer que Victoria Sterling et ses complices paient pour ce qu'ils ont fait. Mais d'abord, vous avez besoin de vous reposer et de récupérer. Tandis que l'équipe médicale s'affairait à nettoyer le système de William et à ajuster ses médicaments, Emma remarqua quelque chose qui lui serra l'estomac. Par la fenêtre, elle pouvait voir une berline noire garée de l'autre côté de la rue, en face de l'hôpital. Et même du 10e étage, elle pouvait distinguer une silhouette observant le bâtiment avec des jumelles. Les menaces de Victoria Sterling n'avaient pas été vaines. Après tout, Emma était sur le point de découvrir que sauver Michael et son père n'était que le début d'un jeu bien plus vaste et dangereux. Emma tira sur la manche de la détective Chen, les yeux fixés sur la fenêtre. Détective, il y a quelqu'un qui nous observe de l'autre côté de la rue. La détective Chen suivit le regard d'Emma et se raidit immédiatement. Michael, emmenez Emma et votre père dans l'aile sécurisée, maintenant. Mais avant qu'il ne puisse bouger, les yeux vifs d'Emma aperçurent autre chose. Quelque chose qui lui glaça complètement le sang. Détective Chen, murmura-t-elle, regardez l'homme près de l'ascenseur. Un grand homme en costume coûteux venait de descendre de l'ascenseur, et il marchait directement vers la chambre de William Thompson avec la démarche confiante de quelqu'un qui y avait sa place. Mais Emma le reconnut du tribunal. Il était assis au dernier rang pendant le procès, prenant toujours des notes. Cet homme était au procès tous les jours, dit Emma avec urgence. Il n'est pas censé être ici. La main de la détective Chen se porta à son arme. Sécurité au 10e étage. Unité de soins intensifs cardiaques, tout de suite. Dit-elle dans sa radio. Mais l'homme l'avait entendu et se retournait déjà, révélant un visage qui fit halter Emma. C'était le juge Harrison, mais pas le gentil juge paternel du tribunal. Les yeux de cet homme étaient froids et calculateurs, et quand il vit Emma le pointeur du doigt, son expression devint meurtrière. Bonjour, mademoiselle Johnson, dit le juge Harrison, sa voix maintenant dépouillée de toute chaleur. Vous avez été une sacrée petite détective, n'est-ce pas? Emma se plaça instinctivement derrière Michael, mais son esprit était en ébullition. Vous n'êtes pas censé être ici. Les juges ne visitent pas les hôpitaux. Très observatrice, enfant, mais encore une fois, vous avez toujours été trop observatrice pour votre propre bien. Le juge Harrison fouilla dans sa veste, et la détective Chen sortit immédiatement son arme. Ne bougez pas, ordonna la détective Chen. Le juge Harrison rit, mais garda ses mains visibles. Détendez-vous, détective. Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Je suis ici pour faire une proposition d'affaires. Michael s'avança, tenant toujours la main de son père. Quel genre de proposition d'affaires? Le genre qui garde la petite Emma ici saine et sauve, répondit doucement le juge Harrison. Vous voyez,
Victoria Sterling n'était qu'une petite partie d'une opération beaucoup plus vaste. Nous avons systématiquement acquis des propriétés et des actifs de valeur auprès de familles riches de la ville. La fortune Thompson était simplement la prochaine sur notre liste. Le carnet d'Emma était serré contre sa poitrine, et tout s'éclaircit soudainement. Les autres affaires, toutes ces personnes riches qui ont eu des problèmes dans votre tribunal, vous leur avez fait ça aussi? Une enfant si brillante, dit le juge Harrison avec une fausse admiration. Oui, Emma. La famille Henderson a perdu sa compagnie pharmaceutique. Le patrimoine Rodriguez a été liquidé après que le patriarche ait été reconnu coupable d'évasion fiscale. La fortune maritime Morrison. Tout cela, redistribué à des parties plus méritantes. La détective Chen appelait déjà des renforts, mais le juge Harrison leva la main. Avant de faire quoi que ce soit de téméraire, détective, considérez ceci. Emma Johnson est une petite fille très spéciale. Saviez-vous que son père, Robert Johnson, travaillait pour Thompson Industries? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais su exactement où son père travaillait. Robert a découvert des irrégularités dans les livres de Thompson Industries. Des irrégularités qui auraient exposé toute notre opération. Nous lui avons offert une somme très généreuse pour qu'il garde le silence, mais il a refusé. Il a dit qu'il avait une fille à laquelle penser, et qu'il voulait donner le bon exemple. Emma eut l'impression que le sol s'effondrait sous elle. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, cher enfant, que le cancer de votre père n'était pas entièrement naturel. Et la disparition commode de votre mère 6 mois plus tard? Eh bien, disons simplement qu'elle a choisi l'argent plutôt que la maternité lorsque nous lui avons fait une meilleure offre. Les mots frappèrent Emma comme des coups physiques. Le bras de Michael se resserra autour d'elle pour la protéger, mais elle pouvait à peine respirer. Vous mentez, murmura Emma. Mais même en le disant, elle se souvint de choses qui n'avaient jamais eu de sens. La froideur soudaine de sa mère envers son père pendant sa maladie, les appels téléphoniques mystérieux, la façon dont sa mère n'avait emporté que ses propres affaires lorsqu'elle la laissa au centre communautaire. Votre mère vit actuellement très confortablement en Suisse sous une nouvelle identité, continua cruellement le juge Harrison. Elle vous envoie ses salutations. Oh, attendez. Non, elle ne le fait pas. Elle a expressément demandé de ne plus jamais entendre parler de vous. Emma sentit les larmes brûler ses yeux, mais malgré sa douleur, son esprit analytique fonctionnait toujours. Si tout cela est vrai, alors pourquoi me le dites-vous? Pourquoi ne pas simplement? Elle ne put finir la phrase. Parce que vous, ma chère Emma, allez maintenant nous aider à achever ce que nous avons commencé. Vous voyez, vos petites héroïnes de ce soir ont en fait joué en notre faveur. Victoria étant arrêtée, nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour avoir un accès légal au compte Thompson. Quelqu'un de jeune, de sympathique, quelqu'un en qui les tribunaux feraient confiance. La détective Chen s'avança. Plutôt mourir. Cela peut s'arranger, dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. Tout le monde se tourna pour voir 3 autres hommes en costume entrer dans la pièce. Emma en reconnut un, c'était Richard Davis, qui était censé être en prison. Le monde d'Emma tournait à toute vitesse. Mais une chose devenait limpide, le complot était bien plus vaste que quiconque n'aurait pu l'imaginer, et elle était en plein centre. Le juge Harrison sourit froidement. Eh bien, petite Emma, discutons de la façon dont vous allez nous aider à achever ce que votre père a si ardemment tenté d'arrêter. Après tout, vous ne voudriez pas que quelque chose arrive à vos nouveaux amis, n'est-ce pas? Tandis qu'Emma regardait autour d'elle, vers Michael, son père qui se réveillait et la détective Chen, elle réalisa que les sauvés de Victoria Sterling avaient été la partie facile. Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Emma fixa le juge Harrison et ses 3 complices, son esprit s'emballant, malgré la révélation écrasante sur ses parents. La petite fille qui avait résolu une conspiration était maintenant piégée dans une conspiration encore plus grande. Mais elle n'était plus la même enfant effrayée qui s'était d'abord levée dans cette salle d'audience. « Que voulez-vous exactement que je fasse » demanda Emma, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Le juge Harrison sourit. Mais c'était le sourire froid d'un prédateur. Fille intelligente, toujours en train de réfléchir. Votre père avait la même qualité. C'est ce qui le rendait si précieux, et finalement, si dangereux. La détective Chen bougea légèrement, sa main toujours près de son arme. Quoi que vous planifiez, Harrison, ça ne marchera pas.
Mes renforts sont déjà en route. Richard Davis rit depuis l'embrasure de la porte. Vos renforts, détective? La moitié de la police de New York est sur notre liste de paix. Comment croyez-vous que je suis sorti si facilement de cette cellule de détention? Emma sentit son cœur se serrer. Mais elle se souvint alors de quelque chose que son père lui avait toujours dit, quand tout semble désespéré, Emma, cherche le plus petit détail que les autres ont manqué. Et c'était là. Le juge Harrison ne cessait de regarder sa montre coûteuse, non pas comme quelqu'un qui attend des renforts, mais comme quelqu'un qui travaille contre une échéance. Vous êtes pressé, observa Emma tranquillement. Quelque chose ne va pas avec votre plan. Le sourire du juge Harrison vacilla légèrement. Toujours aussi maligne. Oui, Emma. Votre petite performance au tribunal aujourd'hui a considérablement accéléré notre calendrier. Nous devons achever l'acquisition de Thompson et disparaître avant que les enquêteurs fédéraux n'arrivent demain matin. Michael prit la parole à côté du lit de son père. Des enquêteurs fédéraux? Oh oui, continua le juge Harrison. Il semble que quelqu'un ait transmis des informations au FBI sur la corruption judiciaire dans ce district. Il nous reste peut-être 8 heures avant qu'il ne perquisitionne mon cabinet et ne gèle tous les comptes que nous avons utilisés. L'esprit d'Emma travaillait furieusement. Quelqu'un d'autre était au courant de la conspiration, quelqu'un avec suffisamment de pouvoir pour faire intervenir des agents fédéraux. Mais qui? La question maintenant, dit le juge Harrison, est de savoir si vous allez nous aider à effectuer cette dernière transaction volontairement, ou si nous devrons vous fournir une motivation supplémentaire. Non. Un des hommes près de la porte s'avança et murmura quelque chose à l'oreille du juge Harrison. Le visage du juge s'assombrit. Il semble que nous ayons une autre complication, détective Chen. Il semble que votre partenaire ait posé des questions gênantes sur les événements de ce soir. Maître Davis, veuillez passer un appel et vous assurer que le détective Rodriguez rencontre un malheureux accident en chemin ici. Non. S'écria Emma, puis elle se reprit. Elle devait être plus maligne. Je veux dire, je vais vous aider, mais je veux savoir exactement ce que vous avez besoin que je fasse en premier. Le juge Harrison l'étudia attentivement. Vous témoignerez demain que Michael Thompson vous a avoué l'existence de comptes cachés supplémentaires. Vous direz qu'il vous a révélé l'emplacement de fonds offshore que nous avons déjà préparés. Avec votre témoignage, nous pourrons saisir légalement les actifs restants de Thompson. Emma hocha lentement la tête, mais ses yeux vifs avaient repéré quelque chose de crucial. La montre coûteuse du juge Harrison n'était pas n'importe quelle montre. Elle avait une gravure sur le côté qu'elle pouvait à peine distinguer, à Frank, avec tout mon amour, Margaret. Frank. Victoria avait mentionné oncle Frank lors d'un de ses appels téléphoniques. Le juge Harrison était l'oncle Frank à qui Victoria rendait compte. J'ai besoin de temps pour réfléchir exactement à ce que je vais dire, dit Emma avec prudence. Et je veux m'assurer que M. Thompson et son père seront en sécurité. Bien sûr, dit le juge Harrison avec magnanimité. Vous avez jusqu'à 6 heures demain matin. L'audience est à 8 heures pile. Il fit un geste vers ses hommes. Maître Davis restera ici pour s'assurer que notre jeune nouvelle témoin reste motivée. Alors que le juge Harrison et 2 de ses hommes partaient, Emma sentit les murs se refermer sur elle. Mais elle ressentit aussi autre chose, une étincelle de la même détermination qui l'avait portée jusqu'ici. Richard Davis s'installa sur une chaise près de la porte, prévoyant clairement de les surveiller toute la nuit. Mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé le pouvoir d'une fillette de 8 ans qui avait appris que parfois, la plus petite personne dans la pièce pouvait tout changer. Emma capta le regard de la détective Chen et fit un petit geste vers son carnet. La détective Chen hocha la tête de manière presque imperceptible. La vraie bataille était sur le point de commencer. Et cette fois, Emma ne se battait pas seule. Les heures s'écoulèrent lentement dans la chambre d'hôpital de William Thompson. Richard Davis était assis près de la porte, alternant entre la consultation de son téléphone et le regard furieux envers Emma, qui semblait dormir recroquevillée sur la chaise à côté de Michael. La détective Chen somnolait par intermittence sur une autre chaise, sa main jamais loin de son arme. Mais Emma ne dormait pas. Son esprit parcourait chaque détail qu'elle avait observé, chaque conversation qu'elle avait surprise, chaque indice qu'elle avait recueilli au cours des 3 dernières semaines. Plus important encore, elle se souvenait de choses sur son père qu'elle n'avait jamais comprises auparavant.
Robert Johnson avait été plus qu'un simple parajuriste. Emma se rappelait maintenant les appels téléphoniques tard le soir qu'il avait fait pendant sa maladie, parlant à voix basse de schémas et d'irrégularités. Elle se souvenait qu'il lui avait appris à reconnaître les documents falsifiés, à repérer les mensonges dans le langage corporel des gens, à mémoriser des détails importants. Il ne lui avait pas seulement enseigné des compétences de vie. Il l'avait préparé pour ce moment. Vers 3 heures du matin, lorsque la vigilance de Richard Davis était à son plus bas, Emma ouvrit délicatement son carnet à une page qu'elle avait marquée plus tôt. Écrit de la main de son père, une écriture qu'elle avait pratiquée à copier pendant des années, se trouvait un numéro de téléphone et un seul mot, assurance. Emma avait trouvé cette page glissée dans un des vieux livres juridiques de son père il y a 2 ans, mais elle n'avait jamais compris ce que cela signifiait. En regardant le numéro maintenant, elle reconnut l'indicatif régional, Washington DC. Tout en faisant semblant d'ajuster sa position sur la chaise, Emma réussit à attirer l'attention de la détective Chen, utilisant le langage des signes que son père lui avait appris pour les urgences. Elle est plat, FBI. Les yeux de la détective Chen s'écarquillèrent légèrement, mais elle ne montra aucune autre indication qu'elle avait compris. Emma pointa ensuite son carnet et murmura silencieusement, « Mon papa savait ». Au cours de l'heure suivante, Emma communiqua soigneusement son plan à la détective Chen en utilisant une combinaison de langage des signes et de gestes à peine perceptibles. C'était risqué, dangereux, et dépendait d'un timing à la seconde près, mais c'était leur seule chance. À 4h15 du matin, William Thompson commença à se remuer plus activement alors que les derniers sédatifs de Victoria quittaient son système. Ces mouvements réveillèrent Michael, qui se précipita immédiatement au chevet de son père. « Papa, comment te sens-tu » Les yeux de William s'ouvrirent, et pour la première fois depuis des semaines, ils étaient complètement clairs et alertes. « Michael, dit-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis l'AVC. « Fils, je dois te dire quelque chose d'important sur l'entreprise, sur ce que Victoria m'a fait signer. » Richard Davis se leva immédiatement, son attention focalisée sur le lit. C'était exactement ce qu'Emma attendait. Se déplaçant avec la grâce silencieuse que seuls les enfants semblent posséder, Emma glissa de sa chaise et se dirigea furtivement vers la petite salle de bain attenante à la chambre d'hôpital. Davis était si concentré sur les paroles de William Thompson qu'il ne remarqua pas la fillette de 8 ans disparaître derrière lui. Une fois dans la salle de bain, Emma sortit le téléphone de son père, celui que le centre communautaire l'avait laissé garder en souvenir. Elle l'avait chargé en secret pendant 2 ans, espérant contre tout espoir qu'un jour sa mère appellerait. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro de la note de son père. « Federal Bureau of Investigation, ligne d'urgence », dit une voix claire. « Je m'appelle Emma Johnson », murmura-t-elle. « Mon père était Robert Johnson. Il m'a laissé une note disant d'appeler ce numéro si le juge Harrison essayait un jour de faire du mal aux gens. » Il y eut une pause. Puis la voix devint urgemment intéressée. « Emma, restez en ligne. Êtes-vous en danger immédiat ? » « Oui. Je suis à l'hôpital presbytérien, chambre 1047. Le juge Harrison vole de l'argent à des familles, et il a tué mon papa, et il va me forcer à mentir au tribunal demain. » Emma, doucement. « Nous connaissons votre père. C'était l'un de nos informateurs. Nous construisons un dossier contre l'opération de Harrison depuis 3 ans. » Emma sentit ses genoux fléchir. « Mon papa aidait le FBI. » Papa, c'était un héros, Emma. Et si vous appelez ce numéro, cela signifie que vous êtes en terrible danger. Nous avons des agents à 3 minutes de votre position. Emma entendit la voix de Richard Davis devenir plus forte devant la porte de la salle de bain. « Où est la fille ? » « Ils m'ont trouvé, » murmura Emma au téléphone. Emma, écoutez attentivement. Rendez-vous à l'ascenseur principal et appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence. Nos agents vous y rejoindront. Pouvez-vous faire ça ? Emma hocha la tête, même si la personne au téléphone ne pouvait pas la voir. Oui. Elle raccrocha et ouvrit délicatement la porte de la salle de bain. Richard Davis regardait autour de lui frénétiquement, et la détective Chen était debout, la main sur son arme. « Elle ne peut pas être allée loin, » disait Davis. « La gamine se cache probablement quelque part dans cette pièce. » Emma prit une profonde inspiration, se souvenant des paroles de son père. « Parfois, Emma, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de faire confiance au plan, même si tu ne vois pas comment il va fonctionner. » Elle sortit de la salle de bain. « Je suis juste là,
Maître Davis. Davis se retourna, le soulagement et la colère se disputant sur son visage. Ne refais jamais ça, petite. Ces mots furent coupés par le son des portes d'ascenseur s'ouvrant dans le couloir, suivis de voix autoritaires disant « FBI ». Personne ne bouge. Emma sourit pour la première fois depuis des heures. Je crois que les amis de mon papa sont là. La phase finale du plan de Robert Johnson était enfin en marche. Le couloir de l'hôpital fut le théâtre d'un chaos maîtrisé alors que les agents du FBI en tenue tactique se déployaient au 10e étage. Emma entendit l'agent Rodriguez, le partenaire de la détective Chen, qui était bel et bien en vie et qui se révéla être un agent fédéral sous couverture, coordonner l'opération à la radio. Richard Davis pâlit en réalisant que le piège s'était refermé. C'est impossible. La gamine n'aurait pas pu. La gamine travaille avec des agents fédéraux depuis plus longtemps que vous ne volez des familles, dit la détective Chen avec satisfaction, abandonnant enfin sa prétention épuisée. Pensiez-vous vraiment que nous laisserions une enfant de 8 ans affronter cela seule? Emma ressentit un immense soulagement, mais aussi de la confusion. Détective Chen, vous saviez pour mon papa? Votre père était un homme courageux, Emma. Quand il a découvert les irrégularités financières chez Thomson Industries, il ne s'est pas contenté de les signaler aux autorités locales. Il est allé directement au FBI. Il nous nourrissait d'informations sur l'opération de Harrison depuis des mois avant sa mort. L'agent Sarah Mitchell, une grande femme aux yeux gentils, entra dans la pièce et s'agenouilla à la hauteur d'Emma. « Salut, Emma. Je suis l'agent Mitchell. Ton père parlait de toi tout le temps. Il était si fier de ton intelligence et de ton courage. » Emma sentit les larmes monter. « Mais le juge Harrison a dit que mon papa avait été tué parce qu'il ne voulait pas prendre d'argent. » Non. Le juge Harrison vous a raconté beaucoup de mensonges ce soir, ma chérie. Votre père est mort d'un cancer, comme vous le pensiez. Mais avant de mourir, il nous a fait promettre de veiller sur vous et d'arrêter l'opération de Harrison. La voix de l'agent Mitchell s'adoucit. Il savait que si quelque chose lui arrivait, Harrison pourrait essayer de vous utiliser pour atteindre la famille Thomson. Michael parut stupéfait. Alors, tout ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui, c'était Emma suivant ses instincts et la formation de son père, combiné à des agents fédéraux se positionnant pour attraper Harrison en flagrant délit. Quand Emma s'est levée dans cette salle d'audience, elle a déclenché un plan qui était en préparation depuis 3 ans, expliqua l'agent Mitchell. Richard Davis fit une tentative désespérée de se jeter par la fenêtre, mais 2 agents étaient déjà là pour le maîtriser. Alors qu'il le menottait, Emma remarqua quelque chose tomber de sa poche, un petit appareil d'enregistrement. Il enregistrait tout, observa Emma. Tout le temps que nous avons parlé, il enregistrait. L'agent Mitchell ramassa l'appareil et sourit sombrement. Ce qui signifie que nous avons maintenant le juge Harrison sur bande, admettant meurtre, corruption et conspiration. Davis pensait probablement qu'il se protégeait, mais il vient de nous remettre la dernière pièce à conviction dont nous avions besoin. William Thomson, maintenant pleinement alerte et assis dans son lit, parla pour la première fois depuis l'arrivée des agents. Agent Mitchell, je dois vous dire que Victoria Sterling m'a forcé à signer des documents pendant que j'étais sous sédatif. Je n'avais aucune idée de ce à quoi je consentais. Nous savons, monsieur Thomson. Ces documents seront déclarés nuls, et tous vos biens seront restitués. L'agent Mitchell se tourna vers Emma. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir, Emma. À propos de votre mère. Le cœur d'Emma se serra. Elle redoutait ce moment. Le juge Harrison a menti à ce sujet aussi. Votre mère ne vous a pas abandonné pour de l'argent. Elle a été menacée. Les gens de Harrison lui ont dit que si elle ne disparaissait pas, il vous ferait du mal, avouez à elle. Elle pensait vous protéger en restant loin. Elle ne voulait pas me quitter. Elle appelle notre bureau chaque semaine pour prendre de vos nouvelles. Elle vit dans une maison sécurisée dans l'Oregon, pas en Suisse. Et Emma, l'agent Mitchell sourit, elle est en route ici même. Les émotions qui déferlaient sur Emma étaient trop intenses pour être traitées. Soulagement, joie, confusion et épuisement se disputaient le contrôle. Michael tendit le bras et lui serra la main. « Emma, tu as sauvé ma famille, dit-il doucement. Mais plus que cela, tu as terminé ce que ton père avait commencé. Tu as fait tomber toute une opération criminelle. » Emma regarda autour d'elle la détective Chen, l'agent Mitchell,
Michael est son père en convalescence. Je n'aurais pas pu le faire seul. C'est ça le but, ma chérie, dit l'agent Mitchell. Ton père t'a appris que la justice ne consiste pas à être la personne la plus forte ou la plus intelligente de la pièce. Il s'agit de personnes bienveillantes qui travaillent ensemble pour faire ce qui est juste. La voix de l'agent Rodriguez grésilla à la radio. Harrison est en détention. Nous l'avons attrapé en train de tenter de fuir par le parking de l'hôpital. Toute l'opération est arrêtée. Emma sentit un poids s'envoler de ses épaules qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle portait. Mais alors que l'adrénaline commençait à s'estomper, elle réalisa qu'il y avait encore une chose qu'elle devait savoir. Agent Mitchell, que se passe-t-il maintenant? Est-ce que je retourne au centre communautaire? L'agent Mitchell échangea un regard avec Michael et son père. En fait, Emma, la famille Thompson a fait une demande qui pourrait vous intéresser. Emma regarda Michael, qui souriait à travers ses larmes. Emma, voudriez-vous venir vivre avec nous, mon père et moi? Nous aimerions que vous fassiez partie de notre famille pour de vrai cette fois. Pour la première fois en 3 semaines de drame et de danger, Emma Johnson, la courageuse petite fille qui avait affronté la corruption et gagné, fut complètement sans voix. 3 mois plus tard, Emma se tenait à la barre des témoins d'un autre tribunal. Celui-ci était rempli d'agents du FBI, de procureurs fédéraux et de certaines des plus grandes figures du droit du pays. Mais elle n'était plus nerveuse. Elle avait appris que dire la vérité, peu importe à quel point on avait peur, était toujours le bon choix. Mademoiselle Johnson, dit la procureure fédérale Williams, une femme aimable qui avait passé des semaines à préparer Emma pour ce moment. Pouvez-vous dire à la cour la première fois que vous avez soupçonné que quelque chose n'allait pas dans l'affaire de M. Thompson? Emma regarda la salle d'audience bondée. Au premier rang étaient assis Michael et William Thompson, maintenant entièrement rétablis et de retour à la direction de leur entreprise. À côté d'eux se trouvait la détective Chen, l'agent Mitchell, et le plus important, une femme avec les mêmes boucles sombres et les mêmes yeux bruns qu'Emma, sa mère, Sarah Johnson. Les retrouvailles, 3 mois plus tôt, avaient été tout ce qu'Emma avait espéré et plus encore. Sa mère l'avait serrée dans ses bras pendant des heures, expliquant en larmes comment elle avait été forcée de disparaître pour protéger Emma. Comment elle avait observé de loin Emma grandir, courageuse, intelligente et gentille. Combien elle était fière de la petite fille qui était devenue une héroïne. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit Emma clairement dans le microphone. Parce que l'avocat de M. Thompson n'agissait pas comme un vrai avocat. Les vrais avocats se battent pour leurs clients. Ils s'opposent aux questions injustes. Ils ne laissent pas les procureurs dire des choses méchantes sans réagir. Dans la section des accusés, le juge Harrison était assis, menotté, son visage un masque de rage et de défaite. À côté de lui, Richard Davis semblait petit et vaincu. Victoria Sterling, transportée de sa cellule de prison pour le procès, fixait le sol. Et qu'est-ce qui vous a fait soupçonner l'implication du juge Harrison? Demanda doucement la procureure Williams. Emma sortit son carnet, désormais une pièce maîtresse de l'affaire fédérale. J'ai commencé à remarquer des schémas. Toutes les affaires du juge Harrison semblaient se terminer de la même manière, avec des familles riches perdant leur argent, et il n'arrêtait pas de regarder sa montre pendant le procès, comme s'il craignait que le temps ne s'épuise. Très observateur. Et Emma, pouvez-vous raconter à la cour la nuit à l'hôpital? La voix d'Emma devint plus forte alors qu'elle racontait les événements. Elle avait raconté cette histoire des dizaines de fois maintenant aux agents du FBI, aux procureurs et aux psychologues, mais il n'était jamais plus facile de se souvenir à quel point elle avait eu peur. Le juge Harrison m'a dit que mon papa avait été assassiné parce qu'il ne voulait pas de leur argent. Mais ce n'était pas vrai. Plus tard, l'agent Mitchell m'a dit que mon papa était mort d'un cancer, comme je l'ai toujours su. Le juge Harrison essayait de me faire peur pour que je les aide. L'avocat de la défense de Harrison se leva. Objection, votre honneur. Oui dire. La juge fédérale Patricia Wong, qui avait été amenée d'un autre district pour assurer l'équité, regarda Emma avec gentillesse. L'objection est notée, mais étant donné les circonstances extraordinaires de cette affaire, et l'âge du témoin, j'autorise le témoignage. Emma continua son histoire, expliquant comment son père l'avait entraînée à remarquer les détails, comment il l'avait préparée sans qu'elle le sache pour le jour où elle pourrait avoir besoin de se battre pour la justice. Quand elle eut fini, la salle d'audience était complètement silencieuse. Même certains agents du FBI s'essuyaient les yeux. Merci,
Emma, dit doucement la procureure Williams. Votre honneur, le gouvernement a terminé. Pendant la suspension, Emma était assise avec sa nouvelle famille dans la cafétéria du palais de justice. Michael l'avait officiellement adoptée 2 semaines plus tôt, faisant d'elle Emma Thompson Johnson. Elle gardait les 2 noms parce que, comme elle l'avait dit au juge de l'adoption, je veux honorer mon vrai papa et mon nouveau papa. Comment te sens-tu? Demanda Sarah Johnson à sa fille. Je sais que ça a été difficile. Emma considéra sérieusement la question. Je suis triste pour papa, mais heureuse qu'il ait aidé à attraper les méchants. Je suis en colère que le juge Harrison ait menti à ton sujet, mais heureuse que nous soyons ensemble maintenant. Surtout, je me sens. Elle fit une pause, cherchant le bon mot. Je me sens comme si papa serait fier. William Thompson, qui utilisait maintenant seulement une canne au lieu d'un fauteuil roulant, sourit à sa petite fille adoptive. Votre père serait très fier, Emma. Vous avez terminé quelque chose de très important qu'il avait commencé. Et le meilleur, ajouta Michael, c'est que grâce à ton témoignage, le FBI a identifié 12 autres familles qui ont été victimes de l'opération de Harrison. Leur argent leur est rendu. Emma hocha la tête pensivement. Bien. C'est ainsi que la justice fonctionne, non seulement en punissant les méchants, mais aussi en aidant les gentils. L'agent Mitchell s'approcha de leur table avec une expression sérieuse. Emma, je dois vous dire quelque chose. L'avocat du juge Harrison veut passer un accord. Il offre de révéler l'emplacement de tout l'argent caché en échange d'une peine réduite. Emma réfléchit attentivement. Les familles récupéreront-elles leur argent? Tout. Alors je pense que c'est bien, dit Emma. La justice n'est pas une question de vengeance. C'est une question de réparer les choses. En retournant dans la salle d'audience pour la session de l'après-midi, Emma sentit la présence de son père plus fortement qu'elle ne l'avait fait depuis sa mort. Elle n'était plus la petite fille effrayée qui se cachait dans les galeries des tribunaux. Elle était Emma Thompson Johnson, fille d'un héros, sœur d'un homme bon, petite fille d'un aîné sage, et championne de la justice à part entière. La vraie bataille avait été gagnée des mois auparavant dans une chambre d'hôpital. Ce procès n'était que la célébration de la victoire. 6 mois après le procès, Emma se tenait dans l'aile pédiatrique récemment rénovée de l'hôpital presbytérien, observant des dizaines d'enfants jouer dans l'espace lumineux et joyeux qui portait une petite plaque, salle de jeu commémorative Robert Johnson, où le courage commence par l'attention. L'aile avait été financée par les actifs récupérés de l'opération criminelle de Harrison, et Emma avait insisté pour qu'une partie soit dédiée à la mémoire de son père. Il semblait approprié que dans le même hôpital où elle avait sauvé la vie de William Thompson, des enfants joueraient et guériraient maintenant dans un espace honorant l'homme qui lui avait appris que la justice valait la peine d'être combattue. Une pensée pour vos pensées? Demanda Michael, s'approchant avec 2 tasses de chocolat chaud du café de l'hôpital. Emma accepta la tasse chaude avec gratitude. Je pensais à quelque chose que la juge Wong a dit après le verdict. Elle a dit que parfois la justice prend beaucoup de temps, mais qu'elle arrive toujours si les gens bien ne baissent pas les bras. La condamnation avait été complète et satisfaisante. Le juge Harrison a été condamné à 35 ans de prison fédérale. Richard Davis a écopé de 15 ans et ne pourra plus jamais exercer le droit. Victoria Sterling a reçu 20 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. Plus important encore, chaque famille victime de leur opération a vu ses biens restitués avec intérêt. En parlant de gens bien qui ne baissent pas les bras, dit Michael avec un sourire. J'ai des nouvelles. Le FBI a appelé ce matin. Emma leva les yeux avec intérêt. Bonne ou mauvaise nouvelle? Vraiment bonne. Ils ont identifié l'opération de Harrison comme faisant partie d'un réseau national plus vaste. Ton témoignage et les preuves que tu as recueillies les ont aidés à monter des dossiers dans 6 autres États. Ils estiment que plus de 200 familles ont été victimes de stratagèmes similaires. Emma ressentit une impulsion familière de ses instincts d'enquête. Vont-ils tous les attraper? Avec ton aide, peut-être. L'agent Mitchell veut savoir si tu serais intéressé à examiner certains dossiers. Apparemment, tu as un talent unique pour repérer les schémas que les adultes ne voient pas. Emma considéra cela sérieusement. À 9 ans, elle avait fêté son anniversaire le mois dernier avec sa mère biologique et sa famille adoptive. Elle était plus expérimentée en matière d'enquête criminelle que la plupart des policiers. Mais elle commençait aussi enfin à être une enfant normale, allant à l'école, se faisant des amis, jouant au football.
Je peux y réfléchir? Demanda-t-elle. Bien sûr, il n'y a pas de pression, Emma. Tu as déjà fait plus qu'assez, la rassura-t-il. Mais les héros ne cessent pas d'être des héros simplement parce qu'ils ne sont pas activement héroïques. Ils sont des héros à cause de qui ils sont à l'intérieur. Ils traversèrent les couloirs de l'hôpital, passant devant la chambre où Emma avait affronté Victoria Sterling pour la première fois, passant devant l'unité de soins intensifs cardiaques, où elle avait sauvé la vie de William Thompson. L'hôpital semblait différent maintenant, non pas effrayant et dangereux, mais paisible et plein d'espoir. Dans le hall principal, ils rencontrèrent Sarah Johnson, qui était revenue à New York et travaillait comme défenseur des victimes de la criminalité en col blanc. Les retrouvailles avec sa mère n'avaient pas été parfaites. Il y avait encore des moments gênants, des années de séparation à combler, mais elles construisaient quelque chose de nouveau et de solide ensemble. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda Sarah en serrant sa fille dans ses bras. « Bien. J'ai eu un A pour mon rapport sur le système judiciaire, répondit fièrement Emma. Madame Henderson a dit que c'était très, comment dire, perspicace. William Thompson s'approcha de l'ascenseur, se déplaçant facilement maintenant avec juste une légère faveur de son côté gauche. L'AVC n'avait laissé que des dommages permanents minimes, et il attribuait la rapidité d'esprit d'Emma d'avoir sauvé non seulement sa vie, mais aussi son esprit. « Emma, ma chère, j'ai quelque chose pour toi, dit-il, sortant un petit paquet emballé. Emma l'ouvrit soigneusement pour révéler un magnifique journal en cuir, bien plus beau que son ancien carnet, avec ses initiales gravées en or, ETJ. « Pour ta prochaine enquête, dit William en clignant de l'œil. Emma passa ses doigts sur le cuir lisse. « Merci, grand-père William. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aura une prochaine enquête. Peut-être que je veux juste être une enfant normale pendant un certain temps. » Et c'est parfaitement bien, la rassura-t-il. Mais les héros ne cessent pas d'être des héros simplement parce qu'ils ne sont pas activement héroïques. Ils sont des héros à cause de qui ils sont à l'intérieur. Alors qu'ils quittaient l'hôpital ensemble, la famille Thompson-Johnson, complète et entière, Emma réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis ce jour où elle s'était levée dans la salle d'audience et avait déclaré « Je peux le défendre ». Elle avait appris que la justice ne consistait pas à être la personne la plus intelligente de la pièce, ni la plus forte, ni même la plus courageuse. Il s'agissait de se soucier suffisamment pour agir quand l'action était nécessaire, et d'être prête à défendre ce qui était juste, même quand c'était effrayant. Elle avait appris que les familles n'étaient pas seulement une question de lien du sang, mais de personnes qui choisissaient de s'aimer et de se protéger mutuellement. Plus important encore, elle avait appris que l'héritage de son père n'était pas seulement le travail qu'il avait accompli pour le FBI, mais les valeurs qu'il lui avait inculquées, courage, compassion, et une conviction inébranlable que la vérité triompherait toujours des mensonges si les gens bien refusaient d'abandonner. L'agent Mitchell avait raison. La vraie bataille avait été gagnée dans cette chambre d'hôpital. Tout le reste n'avait été que de s'assurer que la victoire perdurait. Emma Thompson-Johnson, 9 ans, vétéran de la lutte contre le crime et enfant normal fraîchement nommé, était prête pour ce qui allait suivre. Un an plus tard, Emma se tenait de nouveau dans un palais de justice. Mais cette fois, elle était là par choix, pas par nécessité. Le tribunal de la famille de Manhattan était un endroit très différent du tribunal pénal où son aventure avait commencé. Plus petit, plus chaleureux, axé sur la guérison plutôt que sur la punition. Aujourd'hui était le jour où son adoption par Michael serait officialisée lors d'une cérémonie spéciale, rendant officiel ce qui était vrai dans leur cœur depuis des mois. Emma avait demandé que la cérémonie ait lieu exactement un an après la condamnation du juge Harrison, transformant ce qui avait été un jour de justice en un jour de célébration. « Es-tu nerveuse » demanda la détective Shen, maintenant capitaine Shen après sa citation pour l'affaire Harrison, alors qu'ils attendaient dans le couloir. Emma considéra la question. Un peu, mais c'est une bonne nervosité, comme quand on est sur le point d'obtenir quelque chose que l'on a toujours voulu. La salle d'audience était bondée d'amis et de membres de la famille. Sarah Johnson était assise au premier rang, rayonnante de fierté. William Thompson était là avec sa nouvelle petite amie, le docteur Martinez, de l'hôpital, leur relation étant un beau résultat du chaos qui les avait réunis. L'agent Mitchell et l'agent Rodriguez étaient assis ensemble, toujours étonnés de voir comment une affaire sur laquelle ils avaient travaillé pendant 3 ans avait été résolue par une fillette de 8 ans avec un carnet. Même des invités inattendus étaient venus. La procureure Morrison du procès original était là, devenue une amie de la famille.
Madame Patterson du centre communautaire avait les larmes aux yeux en voyant la jeune fille qu'elle avait essayé de protéger trouver la famille qu'elle méritait. La juge Patricia Wong, qui avait présidé le procès Harrison, avait accepté de diriger la cérémonie d'adoption. Elle sourit chaleureusement alors que la famille Thompson-Johnson s'approchait du banc. « Emma, dit doucement la juge Wong, comprenez-vous ce que signifie l'adoption ? Cela signifie que Michael devient mon père légal, et que je deviens sa fille légale, et nous promettons de prendre soin l'un de l'autre pour toujours, répondit Emma avec assurance. Et Michael, promettez-vous d'aimer et de prendre soin d'Emma comme de votre propre fille ? Michael regarda Emma avec des larmes dans les yeux. Je le promets, votre honneur. Elle est déjà ma fille à tous égards importants. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de New York, je déclare cette adoption finale. Emma Thompson-Johnson, vous êtes maintenant officiellement et légalement la fille de Michael Thompson. La salle d'audience éclata en applaudissements, mais Emma l'entendit à peine. Elle était trop occupée à serrer son nouveau papa dans ses bras et à ressentir la chaleur d'être exactement à sa place. Après la cérémonie, il y eut une réception dans le hall du palais de justice. Emma se fraya un chemin dans la foule, acceptant les félicitations et se sentant submergée par le nombre de personnes qui se souciaient d'elle. Mais le moment le plus significatif fut lorsque l'agent Mitchell la prit à part. « Emma, j'ai quelque chose à te dire. Le FBI a officiellement clos l'affaire Harrison, et je voulais que tu connaisses les chiffres finaux. » Emma écouta attentivement l'agent Mitchell expliquer que l'enquête avait finalement conduit à l'arrestation de 47 personnes dans 12 États, à la récupération de plus de 60 millions de dollars d'actifs volés et à la restitution de biens et d'économies à plus de 300 familles. « Et tout a commencé, dit l'agent Mitchell, avec une petite fille qui a remarqué qu'un avocat ne se battait pas assez fort pour son client. » Emma ressentit un profond sentiment de satisfaction, mais aussi autre chose, un sentiment d'achèvement. Le travail que son père avait commencé était vraiment terminé. « Agent Mitchell, puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. Pensez-vous que mon papa serait fier de la façon dont tout s'est passé ? » L'agent Mitchell s'agenouilla à la hauteur d'Emma, comme elle l'avait fait cette première nuit à l'hôpital. « Emma, ton père serait stupéfait. Il a passé des mois à recueillir des preuves et à établir la confiance avec notre équipe. Mais tu as accompli en 3 semaines ce que nous n'avons pas pu faire en 3 ans. Tu as apporté la justice non seulement à la famille Thompson, mais à des centaines de familles que nous ne savions même pas qu'elles avaient été blessées. » Emma hocha la tête, ressentant une profonde paix l'envahir. « Bien. C'est tout ce que j'ai toujours vraiment voulu. » Alors que la réception touchait à sa fin, la famille Thompson-Johnson se réunit pour des photos. Emma se tenait entre Michael et sa mère, avec William à leur côté, entourée de toutes les personnes qui les avaient aidés à gagner la lutte pour la justice et la famille. « Alors, quelle est la prochaine étape pour nous ? » demanda Michael alors qu'il se préparait à partir. Emma réfléchit sérieusement à la question. « Je pense que j'aimerais finir d'avoir 9 ans. Peut-être apprendre à faire du vélo. Certainement m'améliorer au football. Et peut-être, elle fit une pause, peut-être que quand je serai plus grande, je pourrai aider d'autres enfants qui ont besoin de quelqu'un pour les défendre. Je pense, dit Sarah Johnson, que c'est un plan parfait. » Alors qu'il sortait du palais de justice sous le soleil éclatant de New York, Emma Thompson-Johnson réfléchit à tout ce qui les avait menés à ce moment. Elle avait appris que les héros venaient de toute taille, que les familles pouvaient être construites par l'amour autant que par le sang, et que la justice ne consistait pas seulement à punir les actes répréhensibles, mais à protéger les innocents et à restaurer ce qui avait été perdu. Plus important encore, elle avait appris que lorsque quelqu'un que l'on aime nous apprend à être courageux, cette bravoure fait partie de nous pour toujours. La petite fille qui s'était un jour levée dans une salle d'audience et avait déclaré « Je peux le défendre », était maintenant entourée de personnes qui la défendraient. Tout comme elle serait toujours prête à défendre ceux qui avaient besoin de protection. La justice, Emma l'avait découvert, ne consistait pas seulement à gagner une bataille. Il s'agissait de construire un monde où chacun appartenait à quelqu'un, où la vérité importait plus que le pouvoir, et où même la plus petite voix pouvait tout changer. La vraie bataille n'était jamais vraiment terminée, mais avec de bonnes personnes qui se battaient ensemble, c'était une bataille que l'amour gagnerait toujours.